OK, merci Philippe. Merci à tous. Donc Arnaud Blangy, donc je suis ingénieur de recherche au CEMREV et je suis particulièrement en charge des aspects opérationnels, du site d'essai, de la coordination des aspects opérationnels. Mes excuses de ne pas être présent physiquement, j'aurais bien aimé mais j'en profite pour vous dire que Jean-Marc Pousset, mon collègue est présent, avec vous. N'hésitez pas à échanger avec lui si ça n'a pas déjà été fait pendant la pause. Je remercie les différentes interventions là, très très intéressantes et pertinentes et j'ai retrouvé un petit peu du quotidien de l'exploitation d'un site d'essai, dans chacune des présentations. Heu, j'espère que je vais pas faire trop de redites, mais en tout cas, je vais, faire un bon cas d'application de ce que c'est que l'exploitation, d'un site, de récupération d'énergie, renouvelable en mer, puisqu'aujourd'hui, on est la seule éolienne offshore, française à être connectée au réseau et en production. Un petit contexte rapide, l'équipe SEMREF, c'est une plateforme de recherche de l'école centrale Nantes, du laboratoire d'innodramique, Léa, et on est le troisième triptyque là, donc historiquement, on faisait du modèle numérique, des tests en bassin en milieu contrôlé et le troisième triptyque, c'est l'essai en mer, donc en open sea, en conditions réelles et avec tout un système de monitoring environnemental et des conditions en général. Hem, le site d'essai SEMREF, donc il est situé à 12 000 nautiques au large du Croisic. C'est une concession du domaine public maritime, donc qui est interdite à la navigation, ce qui permet, hein, pour tout ce qui est je fais une référence aux présentations d'avant là, tout ce qui est, vis-à-vis de la législation ou des AUV, utilisation des AUV et cetera, de les utiliser hem, en sécurité vis-à-vis des usagers de la mer en général. Donc 1 km², de concession du domaine public, raccordé au réseau par un câble qui fait 25 kilomètres, qui est ensouillé sur, une majeure partie de son tracé et qui traverse différents types de sédiments, qui est protégé par des matelas en béton en sortie du plateau du four. Et puis, bah, pour les activités, subsea, il y a 35 mètres de profondeur, LAT sur le site d'essai, donc ça parlera aux plongeurs ou aux opérateurs. Une petite slide sur le layout du site, c'est important, sur l'image là, c'est l'image qu'on voit, quand on se déplace en bateau ou en avion autour du site. On a l'impression qu'il y a 2 objets sur site, plus les 4 marques spéciales et en fait, pour maintenir en position ces équipements ou, alimenter le réseau à terre ou, sécuriser la zone, il y a tout un tas d'équipements subsea. Donc c'est ce qui sont les lignes d'ancrage, le câble électrique, les équipements d'instrumentation et ça fait, en tout, hem, grande maille, plus de 5 kilomètres de linéaire de ligne d'ancrage. Alors là, j'ai mis 2,5 kilomètres de câbles électriques posés au fond. Évidemment, je compte pas les 25 kilomètres ensouillés, qui permettent de raccorder au réseau. Et puis, bon, pour les reciter, même s'ils sont ils sont, ils sont largement, publiés dans la presse, le projet emblématique qui est FloatGen et le deuxième qui est, WaveGen, donc la première éolienne flottante, connectée au réseau, et un dispositif hybride, où le moteur est, solaire qui lui n'est pas raccordé au réseau pour l'instant. On fait également du test de briques technologiques. Donc là, on a un projet e-box, c'est du test de coquilles technologiques, de coquilles de protection de câbles. Mais quand on parle de briques technologiques, c'est également tout ce qui va autour de l'OEM d'un parc et donc l'inspection, la thématique du jour en fait partie. Hem, cette slide pour, rentrer un peu plus dans le vif du sujet et rebalayer, l'ense la multitude de ROV qui est intervenue sur le site, aussi bien pour l'installation, des équipements que pour l'opération et la maintenance des équipements.
En partant de 2012, de l'installation du câble, avec un ROV avec un équipement de trenching là, pour l'ensouillage du câble. Ensuite, pour l'installation de l'éolienne ou divers équipements au fond, les ROV de World Class dont on a évoqué sur les slides précédentes. À plusieurs reprises, un système de tracking de câbles pour, le suivi, de la profondeur d'ensouillage du câble. Ça, c'est dans nos autorisations, enfin dans nos obligations vis-à-vis des services de l'État. Dans l'exploitation de notre site, on est obligé régulièrement, de suivre, la profondeur d'ensouillage. C'est pour, la sécurité de la navigation alentour, la navigation n'étant pas interdite au-dessus, le câble à l'extérieur du site essai. Et puis, depuis, quelques années, donc les observations classe ROV, classiques, et depuis quelques années les plus petits ROV, donc les mini ROV ou les ROV intermédiaires, qui se développent là et qui ont été bien balayés par, Julien de Subertech. Donc tout ça, c'est intervenu sur le site depuis, 2012. Ah, j'arrive plus à passer les slides. Ah, c'est bon. Quelques cas d'application, assez génériques et qui rebalayent, déjà ce qui a été dit, mais tous ces systèmes d'ancrage, tous les équipements subsea nécessitent des checks d'intégrité, de positionnement, parce qu'on est sur des lignes d'ancrage, donc par définition, mobiles, de vérification d'anode, pour nos différents équipements notamment de maintien en de marque spéciale du site. La grande thématique, c'est l'estimation du biofueling. Donc jusqu'à présent, on a fait beaucoup de qualification du biofueling. On verra que dans la R&D, on va s'attacher à essayer de quantifier, au moins le poids et automatiser, ces travaux d'estimation du biofueling. C'est clé pour les flottoristes en éolien flottant, en tout cas pour estimer le poids des lignes d'ancrage et en évaluer l'impact sur le dimensionnement des lignes d'impact. Et la deuxième composante, c'est, qui a déjà été bien détaillée par WPD, c'est la réduction du risque lié aux activités de plongée pour exemple, sur un site de 35 mètres de profondeur d'eau, ce qui est le minimum que sera la profondeur d'eau, pour les futurs, parcs éoliens flottants. C'est 10 minutes d'intervention au fond, heu, ce qui donne une image de, l'action du plongeur. Donc d'une part, le plongeur a peu de temps pour intervenir. Heu, on peut vite imaginer qu'en cas de mauvaise visibilité, on perde du temps et que la plongée soit infructueuse. Et ensuite, dans 35 mètres d'eau, il y a des dangers assez, significatifs pour les plongeurs. Donc l'utilisation du ROV, donc dans tous les cas, vu le linéaire de ligne d'ancrage, on ne pourra pas utiliser des plongeurs pour ça. On va être obligé d'utiliser des robots sous-marins. Et on ne voit pas non plus le ROV comme un remplacement total du plongeur. Le plongeur aura toujours une activité, dans le cadre de nos activités, mais par contre comme une complémentarité assez intéressante pour, optimiser au maximum, l'intervention du plongeur. La deuxième grande thématique, liée, à l'utilisation des robots sous-marins dans nos activités, c'est, par rapport à nos autorisations et en général nos activités de R&D liées au suivi environnemental. Toutes ces images-là ont été prises, par ROV, sur le site ou autour du site. Heu et on y voit de la caractérisation de biofouling on utilise les images également pour faire de l'inventaire d'espèces, pélagiques, ou répertorier les communautés benthiques. Et puis on complète également les surveys, bathymétriques ou sonars avec de l'imagerie pour, caractériser les fonds marins. Il y avait une question tout à l'heure sur la complémentarité de l'acquisition d'images d'inspection avec les activités de suivi environnemental. En fait, au moins ces 2 images-là ont été acquises lors d'inspections, donc d'utilisation du ROV,
comme fonction première pour de l'inspection. Et en fait, nos environnementalistes de l'équipe, aujourd'hui, revoient toutes les images pour, les utiliser pour du suivi environnemental. Hem, la troisième activité, là j'ai fait une liste, non exhaustive, mais avec pas mal d'idées de développement en cours. Donc, il y en a certaines qui sont développées par d'autres laboratoires là, qui vont intervenir ensuite. Et voilà, j'en citerai quelques-unes, hein. La détection automatique, d'espèces. Heu, donc comme je le disais aujourd'hui, les environnementalistes de l'équipe rebalayent l'intégralité des vidéos, ce qui leur demande énormément de temps. Hem, la je citais plutôt la quantification, du biofouling, donc par mesure vidéo, donc stéréophoto ou pour de la reconstitution, 3D, des lignes d'ancrage incluant leur biofouling. Une thématique assez actuelle et qui fera écho là chez certains des intervenants. C'est la collection de données, en subsea pour des équipements, par exemple des capteurs qu'on installerait sur une ligne d'ancrage et qu'on a des difficultés à connecter, aux flotteurs, soit pour la communication des données, soit pour l'alimentation. On peut du coup mettre des capteurs autonomes sur les lignes et puis venir récupérer les données, pour, augmenter la durée sur lesquelles on peut les laisser, heu, sur les lignes d'ancrage ou autres équipements. L'Underwater Internet of Things évidemment. Le site d'essai pour ça se constitue un super terrain de jeu, de réseaux, sous-marins de communication. Hem, voilà, l'installation de divers équipements, heu, innovants. Heu, je on pourra discuter dans les questions de ces différentes thématiques qui sont assez variées. Je vais finir par cette slide pour, dire qu'au vu des nombreuses utilisations de ROV qu'on a pour les 3 thématiques, hein, R&D, inspection, usuelle de nos ouvrages et suivi environnemental, le CEMREV, grâce à WiMec enfin grâce à un cofinancement WiMec, École centrale vient de faire l'acquisition d'un ROV, qui se positionne dans medium size, observation ROV avec des petites capacités de manipulation. Donc on a choisi cette gamme-là, parce ils sont aujourd'hui à des coûts abordables, heu, ils sont faciles à mettre en œuvre, par des gens dont le métier n'est pas d'être reviste, reviste professionnelle avec, hem alors les ROV, world class, c'est un métier, hein, d'utiliser ce type de ROV. Donc là, ils sont facilement mobilisables par une personne et facilement, on peut facilement les prendre en main. Il y a une capacité de modularité. Alors certes, avec une capacité d'emport, limitée, mais pour tester des nouveaux équipements innovants, petits. Heu et puis je rebondirai je compléterai sur la phrase «New method with medium size ROV». En fait, aujourd'hui, les procédures de mise en œuvre des ROV, offshore, classiques sont bien établies. Heu, L'utilisation de ROV de ce type de taille, qui sont mobilisables sur différents moyens nautiques divers et variés, du crew transfer vessel aux gros navires de travaux, nécessite de mettre en œuvre des nouvelles méthodes, et qui sont au moins aussi clés que l'outil lui-même, le ROV lui-même. Hem, voilà, l'objectif pour nous, c'est d'inspecter nos équipements, de faire de l'assistance aux développeurs, en test actuellement ou à venir sur site et puis, de faire notre suivi environnemental habituel, mais également de participer avec différentes parties prenantes à des nouveaux, suivis environnemental. Je vous remercie et puis les questions, sont les bienvenues, autant à moi là
dans le cadre de la session questions qu'a Jean-Marc en off de cette présentation. Merci à tous pour votre attention. J'ai perdu. J'ai perdu, non. Donc, comme je le disais, on va donc effectivement prendre les questions-réponses et la session de discussion après les 3 présentations. Donc, je vais ouvrir. On va accueillir Olivier Kermorgan qui va nous parler de contrôle d'activités de recherche à venir sur ces activités. Juste le temps de te mettre à l'écran. Je pense que c'est bon, Sandrine. Oui. Voilà, c'est à toi. Bonjour à tous. Alors, attendez, hop, on va polluer l'ordinateur commun. Donc, Olivier Kermorgan, je suis enseignant-chercheur à Centrale Nantes et je vais vous parler, si ça veut bien défiler. Non, du coup, je ne vais rien dire. Si, c'est bon. Oula. Si, c'est bon, ça passe. Il y a une petite temporisation. Ah oui, c'est comme dans la communication, c'est marrant. Voilà. Donc, je vais vous parler de nouvelles activités qui sont en cours de montage dans l'équipe Armen au LS2N. Donc, LS2N, j'imagine que la plupart connaissent. Donc, c'est le laboratoire des sciences du numérique de Nantes. On aura un autre intervenant par la suite. Donc, en fait, alors comme on passe dans les derniers de la journée, je pense qu'au niveau des enjeux, etc., on va pouvoir rattraper le petit retard de tout à l'heure, puisque tout le monde est d'accord pour dire que ça coûte du temps en hommes, en argent d'aller intervenir à la main, même si c'est juste pour aller transporter un œil d'expert à quelques dizaines de mètres sous l'eau. Voilà, c'est difficile et coûteux et dangereux accessoirement pour les plongeurs. Malgré tout, il faut pouvoir aller inspecter tout ça. Et un gros intérêt qu'il y a quand même dans ce type de structure, pour les structures artificielles immergées, on n'est pas en train d'aller faire des analyses océanographiques au milieu de l'Atlantique. Donc, on peut quand même avoir une certaine maîtrise de l'environnement au sens des capteurs qui seraient à poste, comme sur le SEMREV, une connaissance a priori de l'environnement, des fonds marins, de la bathymétrie, etc. Donc, on peut, ce qui se fait actuellement, on a toujours des inspections par ROV. Il faut quand même avoir des gens en surface pour piloter le ROV. Et donc, avec nous, les activités qu'on commence à développer à Centrale se concentrent essentiellement sur les AUV. Donc, quand je dis aucune intervention humaine, il faut quand même aller le mettre dans l'eau et puis le récupérer. Mais a priori, avec l'idée des AUV résidents, ça peut être fait une fois au début, une fois quelques mois, jours plus tard, et en attendant, on peut rester au chaud à la maison. Un gros intérêt aussi, c'est qu'il n'y a du coup aucune gestion du câble. Et du coup, l'AUV peut sortir quand la météo s'y prête. Si ça ne s'y prête pas, il reste à la maison également. Le principal enjeu, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est la localisation, la perception de l'environnement et évidemment le fait qu'on ne peut pas faire des missions très compliquées avec un AUV puisque l'énorme majorité de l'intelligence doit être embarquée. Donc, il faut que ce soit… les robots ne sont quand même pas très, très malins, même en 2021. Donc, ce qu'on essaye de développer à Centrale Nantes, c'est tous les aspects sur la localisation des AUV.
avec donc des systèmes qui pourraient être, donc ici j'ai illustré juste donc les types de localisation classiques, hein, avec sur la droite ce qui se fait classiquement quand on a un navire de surface avec un USBL. Mais quand on travaille sur un AUV, avec un AUV sur un site qu'on maîtrise, on peut avoir à terme des balises qui sont tout le temps sur place, dont on connaît la position, etc. Et pour avoir une localisation relativement robuste et répétable. On peut aller faire de la planification du coup et du suivi de trajectoire. Donc c'est des aspects qu'on maîtrise très bien dans l'équipe. Pour aller faire du coup de la remontée d'informations. Donc, on n'est pas là pour notre cœur de métier. Nous, c'est pas d'aller analyser l'information captée par l'AUV, hein, c'est de pouvoir répéter des missions pour ensuite fournir des données aux experts qui vont aller analyser ça. Ici, je vous ai mis une petite image du site bon, pour ceux qui sont, on n'y va pas trop en ce moment, mais c'est la baie de Monterey en Californie, hein. Donc, le Monterey Bay Aquarium Research Institute, donc ils ont un peu copié l'idée du SEMREV, avec donc une installation sur site. Et en fait, à mon sens, c'est vraiment ce vers quoi vont aller les installations EMR, donc avec toute une infrastructure autour de la production d'énergie, avec également, pourquoi pas, un AUV ou des AUV résidents. Alors, est-ce qu'ils sont résidents nomades? Est-ce qu'ils viennent s'installer 2-3 mois, puis après ils repartent? Ou est-ce qu'ils sont juste résidents et puis ils connaissent le coin? Et effectivement, du coup, ça permet de résoudre un gros problème des AUV qui est l'autonomie énergétique. Alors, je ne connaissais pas avant cet après-midi le terme d'AUV résident, mais c'est vraiment la même idée. Donc, en fait, nous, notre expérience historique, c'est sur les véhicules autonomes. Donc, surtout de la partie logicielle, notamment, on est expert en architecture logicielle ROS et ROS2. Et on fait du coup de la perception, de la localisation et de la navigation, donc la commande des véhicules, pas forcément en se localisant d'ailleurs, donc là, sur l'image du bas à droite, là, vous voyez une carte du campus de l'école centrale autour du bâtiment du LS2N. Et en fait, en vert, vous voyez les places de parking. Et nos véhicules, en fait, peuvent se garer, sortir de leur place de parking, etc., sans aucune position GPS. En fait, ils se positionnent seulement en relatif par rapport à l'environnement. Donc ça, c'est des compétences qu'on est en train, du coup, de transférer vers l'environnement sous-marin. On a aussi des compétences sur l'utilisation des balises ultra-wideband, donc ça c'est plutôt en robotique mobile indoor, donc c'est une façon assez classique de se localiser en robotique indoor. Et sur ces balises ultra-wideband, il y a des technologies un peu boîte noire qui existent, c'est un peu comme un USBL ou un LBL, hein. Il y a des technologies boîte noire qui existent où en gros vous m'installez mes balises, vous les référencez correctement et vous récupérez la position X, Y, Z de votre robot. En fait, on peut aller vraiment beaucoup plus loin dans la précision de localisation en les utilisant de façon un peu plus fine. Et nous, notamment, on a aussi une expertise sur où est-ce qu'il faudrait les mettre, ces balises. Une fois qu'on a une idée des trajectoires qu'on a l'intention de faire sur le site et qu'on a un budget, en fait, on va pouvoir calculer combien de balises minimum il faudrait mettre et où il faudrait les mettre pour assurer une certaine précision de localisation. Donc, les développements récents, c'est vraiment une des activités qui sont tout juste émergentes. Donc, on a, avec Naval Group, on est en train de finaliser le développement d'un simulateur dynamique, qui utilise ROS, hein. Donc, il y a à la fois la partie hydrodynamique, capteur, donc sonar, caméra sous-marine, et avec également la partie visuelle. Alors, on ne voit pas trop ici, mais il y a un Blue Rover au pied de l'éolienne, sous l'eau, hein, quoi. Donc avec à la fois un rendu visuel relativement réaliste pour aller justement simuler les belles images qu'on peut avoir sous l'eau en vrai. Et comme tout le monde, on a un Blue Rover 2, je crois, à ceci près que le fil qui est derrière nous, en fait, on peut le détacher. Donc, il peut être en mode ROV, mais on peut aussi, alors on ne l'a jamais fait pour l'instant, mais on peut aussi, un jour, on va lui lâcher la grappe au sens
au sens propre. Voilà, donc c'était vraiment pour présenter les nouvelles activités à Centrale Nantes et vu l'écosystème académique et industriel de la région, je pense qu'on sera amené à se revoir. Merci. Merci Olivier. Je ne vais pas tout casser. Oui, il est capricieux cet après-midi. Donc on va terminer là, les exposés par la présentation de Benoît Parrain. Ah, attention, il y a des pièges partout. Il y a des trous. Il y a des pièges partout, c'est dramatique. Voilà. C'est bon, Sandrine? Ok, Benoît. Merci à toi. Merci pour cet après-midi. C'est juste qu'il y a un gros décalage. C'est bon. Oui, c'est bon. Pour l'organisation, les moyens techniques mis en œuvre, c'est toujours compliqué. Bonsoir, bonjour à tout le monde. Benoît Parrain, Polytech Nantes, laboratoire LS2N comme Olivier, plutôt sur la partie réseau. Donc, je vais vous parler cet après-midi. C'est là? Oui, d'accord. La souris, non? Avec les flèches, avec les flèches. Ah, c'est ok. Je pense que ce sera le plus. Voilà, oui. Donc, moi, j'ai pris un axe plutôt pédagogique cet après-midi pour vous parler protocole, communication un petit peu, mais surtout réseau et sphère, et aussi d'architecture. C'est un peu l'angle que j'ai pris plutôt que de vous parler de ce qu'on sait faire depuis une quinzaine d'années au LS2N et avant l'IRSIN, avant le LS2N. Je vais commencer très simplement par la différence entre une communication et un réseau. Alors, ça peut paraître complètement simple, mais ça peut amener le propos suivant derrière sur les puissances mises en jeu. C'est un peu l'angle d'approche. Donc, quelques différences entre communication, réseau, et puis je parlerai de quelques résultats du projet Blue IoT Eolia qui est en cours actuellement. Donc, communication, c'est deux nœuds et puis une liaison. On est vraiment sur quelque chose de très simple versus un réseau où là, vous avez typiquement ce qu'on appelle en informatique un graphe de relation avec des liaisons, plusieurs sauts. C'est ce qui nous intéresse dans ce qu'on fait. Là, bien évidemment, la problématique, c'est la communication de A vers B. Alors, bien évidemment, la première façon de régler le problème, vous augmentez la puissance de A vers B, et puis vous repassez en mode communication, vous n'avez plus de réseau d'opération de relayage. Nous, ce qu'on cherche à faire, en particulier sur les communications acoustiques, c'est de faire le moins de bruit possible pour être autonome en énergie et puis pour être moins impactant le plus possible. Donc, bien évidemment, ça complique encore les choses quand tout bouge. Quand vous avez des drones, quand vous avez la possibilité d'avoir des AUV qui coopèrent, notamment. Donc là, on est sur des topologies dites ad hoc, mobiles ad hoc. C'est des problématiques qui existent depuis longtemps, notamment chez les militaires, fantassins, drones, etc. Donc là, les solutions de plus court chemin, c'est des choses qui sont classiques. Du chemin multiple, quand vous avez un réseau relativement dense, on peut aller mobiliser là aussi de l'intelligence artificielle par des algorithmes par renforcement, alors par colonie de fourmis ou du Q-learning, et puis de l'optimisation multi-objectif. C'est classiquement les outils qu'on utilise pour faire résoudre ces problèmes de routage d'un nœud A vers un nœud B. Alors en matière architecturale, deux problématiques potentiellement. Alors d'une part, la grande variété, là je prends l'exemple typiquement des réseaux acoustiques sous-marins, grande variété de communication, potentialisation hétérogène. Vous pouvez solliciter à la fois de l'acoustique et aussi de l'optique. On parlait de data mulling notamment tout à l'heure. De la mobilité, quand vous introduisez des drones qui peuvent coopérer soit avec la topologie statique, soit avec la topologie dynamique. Et puis des passerelles à interface R et O.
Donc là, la passerelle Wi-Fi, visiblement, là, votre marché aujourd'hui, mais c'est pour vous dire qu'on a des choses qui sont assez contraintes et qui, en particulier, sont difficiles sous l'eau. C'est l'expérience pour ma part depuis plus d'1 an. En matière architecturale aussi, on aime bien représenter les choses en réseau sous forme de couches. On parle de couches, modélisation en particulier OSI. Donc, classiquement, sur ce qu'on a pu voir aujourd'hui, ce qui est mobilisé, c'est une couche physique, souvent l'acoustique, mais pas que, on l'a vu. Et puis, un protocole de type liaison. C'est un petit peu tous ces nœuds sous-marins, donc avec différentes topologies, en étoile, en mèche, en maillet, etc. Ça, vous avez en bus, potentiellement, sur du linéaire, sur les câbles. Donc, vous avez différentes topologies possibles. Donc, ça, vous êtes sur une organisation du réseau. Donc, on parle de niveau 2 à ce moment-là. Là, on rend les choses un petit peu plus challenging. C'est quand vous allez introduire de l'IP. Et là, il y a moins de propositions déjà qui sont faites. Donc, alors, si vous utilisez de l'IP comme on utilise tous les jours, ça va être compliqué parce qu'il va falloir compresser tout ça. Grosso modo, avec les liaisons qu'on a utilisées, on est sur du 50 bits par seconde, 100 bits quand ça se passe bien, des modems de meilleures factures peuvent aller sur des choses qui sont... Ça sonne. Peut-être qu'une téléphone. Ah oui, bah oui, vous êtes en communication. Donc on est sur du multimodal. Donc voilà, là c'est un peu compliqué. Donc pour votre information, donc IP plus un protocole de transport, on monte en niveau 4. Il faut en gros entre 30 et 40 octets. Là où typiquement sur des paquets, vous êtes à 20 à 40 bits. Donc là, il faut compresser les choses. Donc là, en termes de solutions, compresser des entêtes, c'est des choses qu'on sait faire, notamment en réseau LP1, LoRa, Sigfox, si vous connaissez dans le monde de l'Internet des objets. Et puis, des protocoles aussi de type SCHC. Donc ça, c'est la compression des entêtes. Vous pouvez utiliser des algorithmes de compression anthropique qui permettent de comprimer de l'image, mais aussi des entêtes. Et puis, des propositions protocolaires de l'IETF autour du protocole SCHC pour les réseaux LP1 qui pourraient être adaptables à des liaisons. Donc là, c'est vraiment le petit challenge dans les années qui viennent. Je termine, je ne sais pas du tout le temps que j'ai passé, sur le projet en cours qui implique donc le projet qui s'appelle Blue IoT OLIA, dont Thierry a parlé, dont leader est Copadia, avec nous-mêmes, plus ce SEMREV comme site d'expérimentation. Donc là, on n'est pas sur l'adaptation IP pour des liaisons bas débit, mais sur des applications de protocole MAC, donc physique liaison, donc une proposition de l'université d'York avec qui on est en étroite collaboration, une collaboration qui va croissante. Donc le protocole TDA MAC, l'intérêt, c'est que vous avez, dans le cadre d'une topologie en étoile, une gateway, une passerelle, et des nœuds disposés dans le réseau. Vous n'avez pas un grand nombre de nœuds importants, vous êtes sur une dizaine de nœuds. Comment remonter un train de données sans synchroniser tous les modems au fond? C'est la proposition britannique. Donc, au travers de ce protocole-là, juste en décalant simplement les envois de données au niveau des différents nœuds. Et pour créer un train, peut-être la souris, voilà. Pour créer un train de données proche de ce qu'on appelle le TDMA, Time Division Multiple Access, qui vous permet d'avoir un retour synchronisé. Typiquement, c'est utilisé dans les réseaux industriels, où là, vous avez du câble, etc., qui permettent de synchroniser tous les équipements. Là, vous n'avez pas cette facilité, vous êtes sur des réseaux spontanés, autonomes, qui sont déposés dans le fond et qui n'ont pas de câble, seul l'acoustique pour relier les différents nœuds. Donc, on a expérimenté, on a mis en œuvre ça au sein des balises de Copadia, expérimente ça dans un environnement très contraint, l'air en particulier, avec peu de fond, beaucoup de vases et problèmes de communication acoustique, mais on a réussi quand même à synchroniser et tester quelques topologies. L'exercice étant de faire ça au printemps, quand les beaux jours, on a encore des beaux jours là, au printemps sur le site d'expérimentation de SEMREV. Voilà. Et je m'arrête là. Merci beaucoup, Benoît.
Donc, on va se mettre en configuration discussion. Donc, on va retrouver Arnaud, oui, sur la visio. Alors, est-ce qu'il y a des premières questions dans la salle ou en ligne? Alors, peut-être une première question pour lancer la discussion. On a parlé à plusieurs reprises là, de quelque chose que moi, je ne connais pas. Le data mulling, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, c'est le principe de mule de données, en fait, des mules au sens propre du terme qui vont aller venir chercher la donnée in situ. Donc, ça existe dans le cadre des bus, des transports en commun qui peuvent être utilisés pour faire des points de collecte, typiquement sur les abribus. Donc, on peut utiliser ce concept-là pour collecter dans les données en fond. Donc, c'est simplement, on va envoyer il y a un AUV pour venir se connecter voilà. À une base sous-marine qui va capter de la donnée et qui va la ramener. Oui, qui va capter de la donnée, et plutôt en général sur des zones très haut débit, parce que là, on est obligé de charger un peu rapidement, donc une communication optique sur des courtes distances. Donc, ça marche. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces exposés? Moi, j'ai peut-être une autre question, alors cette fois-ci peut-être pour Olivier. Donc, tu disais tout à l'heure que les process que vous appliquez là aux véhicules autonomes, donc qui sont des autos sur le site de Centrale Nantes, ce n'est pas lié à un positionnement par capteur, mais c'est lié à un apprentissage des chemins, un apprentissage du site. Alors, ça marche comment? Ce que les voitures font, effectivement, c'est qu'elles apprennent le site, elles cartographient le site. Donc ça peut en roulant? Oui, ouais, en roulant. Et puis, donc ensuite, il y a des algorithmes. Il faut la faire rouler dans un premier temps avec un chauffeur? Il faut la faire rouler, oui. Alors, en fait, il faut la faire rouler parce que c'est un peu dangereux il y a des stratégies d'exploration automatique de zones inconnues, mais sur un campus avec des étudiants partout, c'est pas recommandé. Mais sinon, on peut faire aussi de l'exploration, notamment sur des sites en mer où, alors il y a quand même quelques obstacles dans les zones type SEMREV entre deux eaux, parce qu'il y a quand même tous les ancrages qui sont là. Donc, si le sous-marin ne sait pas qu'ils sont là, il n'y a aucune raison qu'il les évite par chance. Mais du coup, voilà, il peut typiquement y avoir une première phase de navigation manuelle pour obtenir une carte, et ensuite la navigation autonome est possible. D'accord. Donc, ce type d'algorithme, il est dédié à un site donné, quoi. Il faut qu'il y ait un petit apprentissage du site avant d'aller vers l'autonomie. C'est ça. D'accord. Okay. Alors, on a une question de Guillaume Damblanc. Oui, merci. Ouais. Justement, c'était suite au sujet que vous venez d'évoquer. Je voulais savoir, j'ai vu dans votre présentation, donc merci à tous, c'était très intéressant encore une fois. Belle session. Et non, je voyais sur le véhicule autonome et du coup le transfert finalement de techno que vous allez faire là sur les ROV AUV. Visiblement, vous envisagez, donc vous avez montré une amélioration de la prédiction de trajectoire relative grâce à un positionnement idéal de balise. Et pourquoi sous l'eau, vous n'envisagez pas de faire ça avec des capteurs, non pas de positionner des balises, mais avec des capteurs sur le ROV lui-même? Je pense par exemple tout simplement à des rayons laser qui peuvent identifier des distances assez précises d'objets ou d'obstacles. Alors, j'avoue que je ne sais pas jusqu'à combien peut tirer un laser sous l'eau. Mais pourquoi pas? Oui, je sais qu'il y a des lidars sous-marins qui existent, donc sur lesquels, pour le coup, on pourrait directement appliquer ce qu'on fait sur les véhicules, mais sur cette approche balise, en fait, c'est plutôt la partie géométrique qu'on essaye de utiliser dans l'environnement sous-marin, plutôt que la technologie sur laquelle c'est basé. Donc, voilà, donc on préfère se dire une balise ultra wideband, ça nous donne une distance. Quand on est dans l'air, et on a les balises acoustiques qui font quelque chose d'assez similaire sous l'eau, et voilà, on va essayer de voir ce qu'on arrive à en tirer.
Ouais, ok. Non, mais de toute façon, vous avez raison. Enfin, je veux dire, dans la perspective d'un parc commercial, il y a une architecture qui est définie et à long terme, ça peut être vachement intéressant pour avoir un plan de maintenance et un protocole standardisé, d'avoir un balisage et une trajectoire très précise. Hein. C'était juste OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais peut-être une petite question pour toi, Arnaud, pour le SEMREV. Donc, tu as présenté le nouveau ROV, là, le SEMROV. Est-ce qu'il a une capacité d'emport ou une capacité d'adaptation? Est-ce qu'il est adapté à différentes technologies? Voilà. Est-ce qu'il va pouvoir tester de l'embarquement de capteurs ou d'autres types ou des protocoles d'apprentissage? Est-ce qu'il va être suffisamment versatile pour pouvoir intégrer tout ça? On l'espère, ouais, c'était un des critères de choix. En termes de modularité, il présente déjà une certaine modularité, c'est-à-dire il a un bras de manipulation avec différents outils qu'on peut mettre à l'extrémité, soit pour faire du prélèvement sédimentaire ou du prélèvement d'eau, ou alors manipuler un objet sous l'eau, un petit objet évidemment. Et ce bras, on peut l'enlever pour y mettre une caméra ou une caméra avec zoom, une caméra plus performante que celle qui est intégrée déjà au ROV, et voir un autre équipement qu'on n'a pas défini. Donc aujourd'hui, sur le ROV, il y a 2 équipements qui sont déjà modulaires. Et ensuite, la capacité d'emport du ROV est de 2 kg sans modification de la flottabilité du ROV. Et sur le papier, elle peut… On ne saura pas sur le papier, c'est 8 kilos. C'est 8 kilos. Allô. Ouais, Arnaud, on t'a perdu après les 2 kilos. Si vous m'entendez là. Donc 8 kg avec ajout de flottabilité. Et du coup, un objet pas trop encombrant dans l'eau, puisqu'il faut garder de la manœuvrabilité du robot. Et en termes de communication, on est en phase de réception. On est en protocole IP, là, Ethernet, et il faut encore qu'on investigue, qu'on épluche le ROV pour vérifier la compatibilité des équipements avec ces protocoles-là, mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas intégrer des équipements extérieurs sur le ROV. Merci Arnaud. Alors, Guillaume, tu as encore la main levée. Alors, je n'ai pas fait attention si c'était la main de la question précédente ou si tu avais une autre question. Non, pardon, je n'avais pas compris qu'il fallait arrêter de lever la main. J'arrête. Désolé. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question, donc soit dans la salle, soit à distance, en ligne? Non, bah écoutez, il va nous rester à remercier donc, voilà, les présentateurs de cette dernière session, puis de manière plus générale